Ok, j'ai triché, je me suis légèrement chargé avant la démo, mais si ça vous surprend quand même, c'est parce que vous vous demandez comment est-ce possible que j'ai pu exercer une influence à distance sur ce ballon, sans même le toucher. On doit à Faraday, Michael Faraday, au 19e siècle, l'idée d'imaginer que ma main ici, qui est chargée, exerce une sorte d'aura électrique dans l'espace qui l'entoure. Et que du coup, ce ballon est plongé là où il se trouve dans cette aura électrique qu'il a appelée champ électrique. Exactement comme vous, si vous êtes couché dans un champ de blé, vous êtes en contact avec le champ de blé là où vous vous trouvez, mais ce champ existe partout autour de vous. Alors pour définir mathématiquement ce champ électrique, on va considérer le cas d'une charge source de champ qu'on va appeler grand Q et qu'on va supposer ponctuelle ou du moins sphérique de telle manière que ce qui va nous importer pour déterminer la force qu'elle exerce sur une petite charge Q, petit q à distance, c'est rien d'autre que la distance radiale entre les deux. Alors, dans cette idée, on va considérer cette charge petit q comme une charge d'essai. On appelle parfois ça aussi une charge témoin ou une charge test. C'est simplement une traduction de l'anglais de test charge. Cette petite charge d'essai, elle va uniquement nous servir à essayer de sonder le champ électrique qui est généré par cette charge source grand Q en tout point de l'espace. Par exemple, en ce point-là. Ce qu'on sait, c'est que si cette charge d'essai petit q est en ce point-là, et si on suppose arbitrairement grand Q positif, et on va choisir aussi arbitrairement petit q positif, c'est juste un choix pour pouvoir représenter la force que petit q subit, la force donc exercée par la charge source sur petit q, ça va être une force répulsive dans ce sens-là. Comment exprimer alors le champ électrique généré uniquement par la charge source grand Q? Eh bien, dans l'hypothèse où j'ai deux charges ponctuelles, ou du moins sphériques, je peux utiliser la loi de Coulomb et je sais exprimer la grandeur de la force électrique entre ces deux, et elle est proportionnelle au produit des valeurs absolues des charges. Inversement proportionnelle à la distance au carré. Alors du coup, j'ai qu'à utiliser ça, et puisque je sais que c'est proportionnel au produit des charges, si je veux m'affranchir de la charge d'essai petit q, j'ai qu'à diviser par petit q. Et c'est ce qu'on va faire, on va définir la grandeur du champ électrique, que j'ai toujours représenté en bleu alors que les forces, je l'ai représenté en rouge. La grandeur du champ électrique qu'on va noter grand E, ça va être rien d'autre que la force divisée par ma charge d'essai, petit q. Et par cette définition, on voit tout de suite les unités qui conviennent pour le champ électrique. C'est des newtons par coulomb. Donc on peut penser la grandeur de ce champ électrique aussi comme l'ampleur ou la grandeur de la force par unité de charge. Combien de force par unité de charge en un point de l'espace? Alors dans le cas où, bien sûr, la force, c'est la force exercée par une charge source ponctuelle sur une charge source ponctuelle, on obtient que le champ électrique, c'est rien d'autre pour une charge source ponctuelle que K grand Q sur R carré. Donc l'aura électrique grand E générée par la charge source grand Q, c'est quelque chose qui décroît en 1 sur R carré. Oups, je vois que j'ai juste oublié de mettre des valeurs absolues ici. Si le champ électrique permet l'existence d'une force électrique à distance, et cette force électrique est une quantité vectorielle, il faut aussi que le champ électrique soit une quantité vectorielle. Petit problème, le sens de la force, donc ce que nous dit cette relation, c'est que si la charge d'essai ici est positive, si elle est positive, alors elle va subir une force qui va dans le sens du champ électrique comme ceci, alors que si elle était négative, la force pointerait dans le sens opposé. Exercée sur une charge d'essai petit q dépend du signe de cette charge. Dans ce cas-là, positive. Si elle avait été négative, la force aurait changé de sens. Du coup, comment déterminer le sens du champ électrique? Il faut faire un choix arbitraire. On va définir le sens du champ électrique dans le même sens que la force subie par une charge d'essai positive. Donc, un champ électrique dans ce sens-là. Et puisque les charges plus se repoussent entre elles, cette convention, c'est exactement la même chose
que de dire que le champ électrique va dans le sens qui s'éloigne d'une charge source positive. Alors si on prend justement une charge source positive et qu'on représente le vecteur champ électrique en plusieurs points de l'espace autour de cette charge source, on obtient quelque chose comme ça. Alors, moi j'ai toujours les représentés en bleu, mais c'est un détail, donc voilà. Et bon, on se rend compte dans cette représentation vectorielle de deux choses. D'une part, de la symétrie tout autour de cette charge source, une symétrie aussi qui est sphérique, et ça se traduit par la décroissance de la grandeur de ces vecteurs avec la distance au carré. Donc le petit mémo pour se rappeler du sens du champ électrique en fonction du signe de la charge source, c'est que pour une charge source positive, il faut penser positive, elle est contente, et bien elle émane un champ électrique. Donc le sens du champ électrique va dans le sens d'éloignement de la source positive. Alors que si elle était négative, le champ électrique pointerait vers la charge source. Alors supposons maintenant qu'on connaisse en un point de l'espace la grandeur et la direction du champ électrique. On connaisse donc le vecteur E. Comment retrouver la force électrique sur une charge petit q? Eh bien rien de plus simple, parce qu'on sait que la grandeur du champ électrique, par définition, la grandeur du champ électrique, c'est la force par unité de charge d'essai, donc c'est F sur petit q. Donc je trouve tout de suite que la grandeur de la force subie par cette charge d'essai, ou exercée sur cette charge d'essai, c'est Q fois le champ électrique. Donc ça ressemble vachement à quelque chose que vous connaissez quand on avait le champ gravitationnel petit g qu'on connaissait en un point de l'espace, par exemple à la surface de la Terre, vous pouviez toujours trouver la grandeur de la force gravitationnelle sur une petite masse d'essai en multipliant le champ par la masse. Voilà, ça c'est ce que vous faisiez dans les bons vieux jours, et bien ça c'est exactement la même chose avec le champ électrique. Maintenant il y a un côté pratique à avoir défini le sens de ce vecteur champ dans le même sens que la force que subirait une charge d'essai positive, c'est que du coup, on a le droit de mettre des flèches vectorielles ici. Parce que si Q est positif, la force pointe dans le même sens que le champ électrique. Est-ce que ça marche aussi si Q est négatif? Oui, si Q est négatif, alors la force sera une charge négative, donc ira dans le sens opposé au champ électrique. Ça va toujours être vrai. Alors vous pourriez croire que finalement on n'a pas gagné grand-chose à ce point-là, parce que si on connaît la charge source, grand Q, et on connaît la charge d'essai, petit q, eh ben, j'aurais très bien pu directement calculer la force exercée par grand Q sur petit q en utilisant la loi de Coulomb. Pourquoi définir le champ électrique? Eh bien, imaginez que la distribution de charges sources soit un petit peu plus compliquée, qu'on ait plusieurs charges sources dans l'espace. Par exemple, une charge source Q1 positive, allez, Q2 on va dire négative, et Q3 pourquoi pas positive, et puis on peut en mettre toute une série, Q indice I jusqu'à Q indice N. Et bien si on se place en un point P ici, et qu'on cherche à déterminer le champ électrique en ce point-là, il faut utiliser ce qu'on appelle le principe de superposition, c'est le même principe que vous utilisiez pour calculer les forces résultantes. On va supposer que les champs générés par chacune des charges sources grand QI est indépendants les uns des autres. Donc si je regarde le champ généré par Q1, il va aller dans le sens d'éloignement, il émane de Q1 ce champ, c'est peut-être quelque chose comme ça. Ça va être E1. Pour Q2, Q2 est négatif. Ah, alors le champ va cette fois vers Q2, il est peut-être un peu moins intense comme ça. E2. Q3, positif. Ah, alors positif, imaginons Q3 qui sont un peu plus grandes. On a un vecteur E3 plus grand. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à Qn. On peut ensuite utiliser le principe de superposition et semer vectoriellement tous ces champs pour avoir le champ en ce point P. Et il faudrait faire ça pour tous les points de l'espace. Alors évidemment, c'est un petit peu compliqué comme ça, mais justement, si ces charges sources sont fixes, on peut imaginer une distribution compliquée, une surface avec une géométrie compliquée, on peut faire ce calcul une fois pour toutes. On peut le faire par ordinateur ou analytiquement, mais une fois pour toutes. Une fois qu'on l'a, alors à ce moment-là, si on connaît le champ électrique grand E en un point P de l'espace, alors je peux directement déterminer la force qui agit sur une particule
de charge petit q qu'on place en ce point P. Et ça, c'est le secret du champ électrique. Le champ électrique, pour plein de configurations compliquées, va vous être donné, il va être connu, et il suffira alors de se dire, si on place en un point de champ électrique connu une charge de petit q, la force qu'elle subit, c'est simplement petit q fois le champ électrique. Alors on va voir maintenant une distribution plus organisée pour représenter le champ électrique, une représentation plus organisée qui consiste à tracer des droites tangentes au vecteur champ électrique. Donc si je choisis un certain nombre de vecteurs champ électrique et je répète ça, j'obtiendrai donc des droites qui émanent de cette charge positive. Si on fait ça pour une charge négative, on obtiendrait ça. Alors, on peut croire qu'à ce point-là, on a perdu l'information sur la grandeur du champ électrique en différents points de l'espace, c'est-à-dire à différentes distances radiales. Mais si on regarde bien, on voit que la concentration des lignes de champ nous indique qualitativement la grandeur du champ électrique. Alors qu'est-ce qu'on a gagné avec les lignes de champ? Imaginons qu'on ait deux charges sources positives ici, de valeurs différentes, et qu'on se demande de quoi a l'air le champ électrique autour de ces charges sources. Alors strictement, on devrait utiliser le principe de superposition, et en n'importe quel point P ici, il faudrait déterminer l'intensité du champ électrique généré par la source d'en haut, plus celle générée par la source d'en bas, et additionner ça vectoriellement, et faire ça en tous les points de l'espace. Évidemment, on a une petite intuition qu'à un point de l'espace qui va être simple, c'est que quelque part entre les deux, vu que les deux émanent un champ électrique, on va avoir quelque part un point où le champ électrique sera nul, c'est-à-dire qu'on sera à l'équilibre électrostatique. Ce point-là, il risque d'être plus proche aussi de la source de charge plus faible, à cause de la dépendance en 1 sur r carré. Mais avec un peu d'habitude, en pensant en ligne de champ, on arrive directement à visualiser de quoi a l'air le champ électrique autour de cette distribution de charges. Pour ça, il suffit de s'imaginer que puisque les charges positives émanent un champ, que le champ s'éloigne des charges positives, pareil pour les deux, on peut essayer de s'imaginer ça comme si elles soufflaient de l'air, que cette émanation est un flux d'air, et qu'on a un flux d'air ici un peu plus intense que l'autre. Qu'est-ce que ça va donner en ligne de champ? Merci Maxwell, dans son livre Electricity and Magnetism en 1973, qui a suivi les travaux de Faraday, il a dessiné ici justement les lignes de champ. Alors il n'avait pas mis de flèches, mais il est clair que si c'est des charges positives, par notre convention, les flèches sur les lignes de champ seraient comme ça. Et on voit ici ce point d'équilibre entre les deux charges, le point où le champ électrique est nul, donc n'importe quelle charge posée ici subirait zéro force électrique résultante. On peut aussi s'imaginer, maintenant on a ces deux souffleurs de champ, si elles sont de même grandeur de charge, eh ben on peut imaginer que ce point d'équilibre serait certainement à ce moment-là pile poil entre les deux. Et voilà ce qu'on obtiendrait avec deux charges de même valeur. Ok, alors à ce point-là, vous pouvez finalement encore vous poser la question, est-ce que ce champ électrique, c'est pas juste un truchement de l'esprit pour essayer de s'imaginer ou de résoudre ce problème dérangeant d'influence à distance? Eh bien, posons cette charge positive dans l'espace, on a représenté ici des lignes de champ. Que se passe-t-il si je faisais osciller cette charge électrique? Je lui fais des petits mouvements d'aller-retour. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs dans une antenne. On est en train de faire osciller des charges dans une antenne. Que va-t-il se passer le long de ces lignes de champ? Eh bien, on va propager des perturbations ondulatoires de champ électrique. Ces crêtes qui se propagent dans l'espace. Maxwell a calculé que, par coïncidence, elles se déplacent exactement avec la vitesse de la lumière dans le vide. C'est-à-dire qu'une charge qui aussi émet des ondes électriques, et ces ondes électriques, c'est rien d'autre que la lumière. Alors si vous avez pu voir cette vidéo, j'espère que maintenant vous croyez au champ électrique.